Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 47, un podcast solo avec 012 Workout. Donc on va reprendre les podcasts sur les mouvements. Donc on avait abordé les mouvements de street lifting, principalement la traction, le dips, le squat. On n'a pas encore abordé le muscle up. J'en profiterai peut-être plus tard pour aborder ce mouvement-là. Et j'avais envie de vous parler un peu de ma spécialité, entre guillemets, entre nous deux, même si je touche aussi aux deux disciplines, vous me connaissez bien, qui sont plus les skills, les statiques. Et on va commencer par le front lever. Pourquoi commencer par le front lever? Parce que c'est comme ça, il faut bien en choisir un en premier. Et peut-être que si je vais vous parler aussi de mon histoire dans le podcast, et aussi c'est peut-être le premier mouvement que j'ai voulu réaliser en calisthénie. Donc c'est pour ça que on va commencer par celui-là, et c'est aussi un mouvement que la plupart des personnes veulent réaliser, et c'est un mouvement très stylé. Donc on va parler du front lever. Voilà, on va voir si tout seul je tiens un certain temps, peut-être qu'il sera un peu plus court que d'habitude comme podcast. Mais bon, l'idée c'est d'aborder la plupart des thèmes qu'on a abordés dans les autres épisodes sur les mouvements. Donc on va parler aujourd'hui de technique, de la définition d'un front lever, c'est quoi les critères d'un front lever. Ensuite de technique, on va voir ce qu'il faut bien réaliser sur le mouvement, donc les bonnes activations, c'est quoi les critères, pas les critères, mais qu'est-ce qui rend le mouvement plus facile, parfois des petites cues ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement, les petits défauts qu'on observe, les petites erreurs techniques, les petites erreurs par manque de force. Ensuite, on va regarder les différentes progressions, un peu quelles progressions est-ce qu'on doit utiliser, comment les faire, et la pertinence de celle-ci. Donc, voir s'il y en a qu'il faut justement éviter, par exemple. Ensuite, je vais vous partager une petite méthodologie globale pour apprendre ce front lever. Donc une sorte de guide, hein, voilà, ça va être très général, mais ça sera vraiment pour vous donner une idée, donc ça c'est un peu plus le concret. Ok, je débute le front lever, comment est-ce que je l'apprends, quelles étapes je dois passer pour y arriver. On va finir par des exercices d'assistance. Enfin, pas encore finir, hein, mais on va compléter par des exercices d'assistance. C'est quoi les meilleurs exercices d'assistance pour le front lever, euh, quels exercices auront le plus de transfert dessus, les variantes du front lever en dynamique ou non. Et ensuite, on va avoir un petit exemple de programme, hein, dans la semaine pour programmer son front lever, par exemple. Et ensuite, je vais peut-être, pour les curieux, ça sera un truc que j'aurais pu faire en début, mais ici je vais le faire à la fin. Comme ça, je vous raconte pas ma vie, mais je vais vous raconter mon histoire du front lever. Qu'est-ce que j'ai essayé pour que vous fassiez une idée un peu de toute l'expérience que j'ai sur ce mouvement. Parce que je dirais que ça fait 10 ans que j'ai commencé la calisthénie, donc ça fait 10 ans que je pratique le mouvement, malgré mon niveau qui est frustrant et que c'était un mouvement que j'ai vraiment à cœur. Mais voilà, il y a des petites choses qui font que je ne progresse pas énormément et que j'ai pas un gros niveau en front lever. Mais finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que je suis quand même content du front lever que j'ai, parce qu'il a été difficile à obtenir, on va dire facile à obtenir, mais difficile à obtenir correctement et de manière constante. Même si encore aujourd'hui, je le trouve pas spécialement constant. Et ça, je suis un peu déçu parce que je l'ai eu constamment pendant très très longtemps, et puis il suffit d'un petit couac et il part. Et bon, voilà, je vais vous en parler peut-être dans mon histoire aussi. Et voilà, c'est propre à moi aussi. Je pense que ça se transfère pas à une généralité, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui ont le front lever et qui fait des hauts et des viens, des va-et-vient. Et à l'inverse, il y en a où une fois qu'ils l'ont, ben voilà, c'est parti. Et puis ils sont faits pour ça et ça tient 10-20 secondes facilement. Et voilà. Donc, on va commencer par c'est quoi un front lever. Donc, front lever, je dirais que c'est une antépulsion de bras où on doit tenir son corps à parallèle au sol, avec sur une barre fixe en général ou un anneau, et où on a les membres, on a l'épaule, le bassin, la hanche, et les pieds alignés, donc vraiment sur la même ligne. Il ne faut pas qu'il y ait un point plus haut que l'autre. Que les bras soient vraiment tendus, donc quand on dit bras tendus, c'est coudes verrouillés.
Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on tient un front lever. Donc les critères du front lever sont respectés. Euh, donc après, il y a plein de petites choses pour optimiser le mouvement. Ensuite, ben, quels sont les muscles principaux sur le front lever? Donc les muscles principaux sont le grand dorsal, qui va être vraiment le prime mover, le gros facteur du front lever. Ça, y a aucun secret là-dessus. Ce n'est pas les abdos comme on pourrait le croire. Mais les abdos sont pas si à sous-estimer que ça. C'est vrai qu'il y a eu un peu le débat. Ah, le front lever c'est full abdos, au visuel, il faut des abdos solides pour le tenir. Et donc tout le monde disait non, il faut du dorsal. Et tout ce qui est Dragon Flag, les Crazies et tout, ça sert à rien. Et finalement, c'est quand même un peu entre les deux. Je pense qu'il faut quand même avoir une grosse base d'abdos, un bon gros spoiler, un bon gros exercice d'assistance prérequis à avoir, bah, c'est un bon Dragon Flag. Et le Dragon Flag, il y a des manières de le faire en fait. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc, avoir ce prérequis-là, je pense que c'est essentiel pour le front lever. Donc, front lever, grand dorsal principalement, abdos quand même ont vraiment un rôle très important. Je pense que si les abdos sont limitants, ça risque de bloquer la progression à un certain endroit et à un certain moment dans votre progression. Et donc ça sera vraiment judicieux d'assurer ce prérequis avant ou pendant votre acquisition du mouvement. Donc, grand dorsal, abdos, triceps, chef long du triceps, le chef long du triceps qui joue vraiment un rôle majeur aussi dans cette antépulsion de bras, dans le fait de ramener ses poignets vers les hanches. Donc c'est un muscle extrêmement important aussi en front lever. Et ensuite, bah, le reste, voilà, pas trop d'activation sur le reste. Parfois on peut sentir un petit peu les pectoraux, ça peut arriver. Donc voilà, il y a toujours des petits muscles synergiques, mais vraiment c'est grand dorsal, abdos et le triceps, le chef long, il peut jouer un certain rôle aussi. Et puis voilà, il y a toute la tension dans les jambes à avoir. Et les lombaires n'ont aucun rôle dans le front lever. C'est pas parce que vous êtes un front lever qu'on dit pike, donc avec le bassin trop bas, que vous manquez de lombaires. Ça ne sert à rien de faire du deadlift pour le front lever. Euh, le transfert, enfin, il y a peut-être un petit transfert, mais c'est pas du tout le meilleur exercice pour avoir un bon transfert. Donc ça c'est pour la définition et les critères du front lever, les muscles utilisés. Ensuite, bah, c'est un mouvement, voilà, au niveau des points dans les compètes et tout, il passe quand même bien. Et ensuite, il y a toutes les variantes qui le rendent beaucoup plus impressionnant. Le front lever à une main, les front lever pull-up pour débloquer. Mais ça, on regardera peut-être dans les progressions. Je vous ai spoilé un prérequis. Peut-être qu'on peut parler de ça avant de parler de la technique en elle-même. Parce que je pense que voilà, c'est un peu ce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'il me faut avant de commencer un mouvement? Et c'est vrai que c'est quand même important, mais la partie technique sur ces mouvements, même si on va dire que c'est aussi des mouvements de force en fait, parce qu'on va toujours privilégier des maintiens en général courts, donc ça veut dire en dessous de 10 secondes, et ça correspondrait vraiment à de la force max. Et donc c'est vraiment un mouvement de force. Mais c'est pas. On ne sait pas progresser comme un squat en partant de 0 kg à 100 kg. Vu que les progressions, parfois, c'est tout ou rien en calisthénie. C'est ok, je sais pas tenir le tuck, oh ben voilà, j'ai pas les prérequis, c'est fini pour moi le front lever, je dois me concentrer sur les prérequis. Mais peut-être que même si vous n'avez pas le tuck, il y a peut-être une manière de l'apprendre, par exemple. Et, et à l'inverse, même si vous êtes assez fort mais qu'il vous manque peut-être une partie, ben, ou alors que vous êtes assez fort mais que vous faites mal un exercice, ben là il faudrait voir un peu les critères techniques, etc. Voilà, ouais, là je me suis un peu éparpillé de nouveau, du coup j'espère que vous me suivez quand même bien dedans. Donc au niveau des prérequis, voilà, je pense que c'est bien quand même d'avoir une idée de prérequis, mais c'est pas du tout fondamental parce que souvent on pense qu'il faut absolument avoir ses prérequis avant et ça peut se faire même pendant en fait parce que
Ouais, je disais que c'était des mouvements de force, mais il y a quand même une grosse partie technique sur le front lever. Je parlais du front, de la planche, la handstand push-up. Voilà, il y a quand même des habilités techniques à avoir et si vous avez la bonne technique, ça peut clairement changer la donne sur le mouvement. Mais clairement, si vous n'êtes pas assez fort, vous n'y arriverez pas. Mais la force sur ces mouvements-là est quand même très spécifique aussi. Et donc, c'est pas parce que vous êtes une machine en traction que vous allez être une machine en front lever. Le transfert est bien, mais c'est rarement le cas en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait une traction à 100 kg qu'il va tenir un front lever directement. Mais il y a beaucoup de chances qu'il y arrive. Parce que 100 kg c'est un chiffre extrême, mais quelqu'un qui fait une traction à 50, 60, euh, il y a peu de chances qu'il arrive au front lever s'il l'a jamais vraiment pratiqué avant, en fonction de son poids de corps évidemment. Mais voilà, donc si on. Voilà, c'est pour ça l'importance de la technique et donc moi je suis partisan d'apprendre une bonne technique dès le début et c'est pas ça qui va vous empêcher de progresser, de devenir fort sur le côté. Donc au niveau des prérequis, ben, il faudrait bien maîtriser les tractions, avoir un bon contrôle de ses omoplates sur les tractions, donc avoir une bonne dépression, une bonne rétraction, une bonne amplitude pour être standard au niveau des critères, partir bien du dead stop en bas pour s'habituer aussi à avoir les bras tendus. Je pense que ça c'est vraiment fondamental. Et bien maîtriser les tractions, bon, ça c'est compliqué aussi. Voilà. Si vous avez 10 tractions, si on dit 10 tractions, ben, si vous avez 10 tractions et que vos épaules sont pas bien fixées, pas bien abaissées, ben, ça sera moins pertinent vers le front lever. Tandis que quelqu'un qui a que 10 tractions, mais que toutes ces tractions sont bien rep, avec ses épaules bien en dépression, bien en rétraction, ça sera plus intéressant, on va dire. Il aura plus de facilité à apprendre le mouvement. Euh, ça c'est sûr et certain. Au niveau des prérequis, voilà, si je devais donner un chiffre, ça serait peut-être 10 tractions pour être à l'aise. En fait, les prérequis, ça va surtout, c'est vous faciliter la vie dans l'apprentissage du mouvement. Quelqu'un qui a 10 tractions, il va très rapidement, je pense qu'il va pouvoir attaquer le Advanced Tuck directement et passer assez rapidement, on va dire, au Advanced One Leg. Et ça sera plus motivant de travailler déjà avec des progressions comme cela que commencer et d'avoir plus de difficultés à passer du tuck ou advanced tuck par exemple. C'est surtout ça aussi que ça sert d'avoir des bons prérequis. Et voilà, en dehors de ça, comme prérequis, peut-être comme je vous l'ai dit, ce serait le Dragon Flag. Un bon Dragon Flag, ça serait intéressant et bien activé. Donc vraiment avoir au moins une rep en amplitude complète en Dragon Flag. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez fortes du dos et ce qui leur manque c'est juste un Dragon Flag presque. Et donc voilà, tout en blossant le front lever, finalement en travaillant les progressions du front lever et le Dragon Flag simultanément, donc on commence avec des Advanced One Leg etc. Ben, quand ils arriveront, ils seront déjà en Advanced One Leg Front, et quand ils vont tenter leur full front lever, ben, ils arriveront en même temps à faire leur Dragon Flag. Et donc ces deux objectifs vont se mettre de manière simultanée, et certains ben, débloqueront le Dragon Flag très tôt et vont mettre beaucoup de temps avant d'avoir le front lever, ça c'est sûr. Mais c'est un mouvement qui prend aussi du temps. Et ah oui, en parlant de prendre du temps, ben, c'est aussi un mouvement qui est très dépendant en fonction de l'insertion du dorsal. Parfois, on voit des gens qui ont des très bons dos, qui ont un bon poids de corps, qui sont bien secs et voilà, on dirait qu'ils ont tout pour enfin, qu'ils ont vraiment ce qu'il faut pour avoir un bon front lever, ils ont de bonnes tractions. Mais l'insertion, je pense, joue un rôle extrêmement important. Je crois que c'est en fonction de l'insertion sur l'humérus, sur le sillon intertuberculaire de l'humérus du grand dorsal, la partie du grand dorsal. Si elle est plus haute, plus elle est haute vers l'épaule, au plus vous aurez difficile, on va dire, d'apprendre le front lever, et au plus elle sera basse, plus haute sur l'humérus, au plus vous allez avoir facile parce que votre bras de levier sera plus propice. Et je pense aussi à la partie basse, un muscle long est toujours en général plus fort aussi. Je pense que si votre dorsale s'insère plus bas sur la crête iliaque, vous allez être plus fort, et si ça sert plus haut, ça sera un peu plus compliqué aussi. Donc ça va être aussi déterminant dans votre apprentissage du front lever. Et puis ouais, il y a vraiment le poids de corps, la longueur des jambes, le poids sur les jambes, ça on va peut-être en parler aussi dans mon histoire. Je pense que s'il y a un mouvement qui est vraiment impacté par la masse sur les jambes,
c'est le front lever. Donc plus que la planche, je dirais. Après, ça reste anecdotique et pas que mon anecdote personnelle, mais j'ai l'impression vraiment que, euh, par exemple, si on fait un programme et à un moment, ben, on voit que le squat décolle et que le front lever ben, commence à justement à stagner à ce moment-là, ah tiens, là il y a peut-être un truc. Ou à l'inverse, ah je stagne en squat, oh mon front lever décolle, c'est bon ça. Donc ça je vous en parler après, mais voilà, ça, je pense que c'était pour le temps d'acquisition sur le mouvement. Donc il y a la taille aussi du corps, hein. Donc quelqu'un de 1 m 90 aura beaucoup plus de difficultés à atteindre son front lever, quelqu'un qui a des grosses jambes aura plus de difficultés, quelqu'un qui a des moins bonnes insertions aura plus de difficultés, et puis bah, il y a la masse maigre, la masse musculaire, les prérequis, et donc tout ça, ça va vraiment faire en sorte que vous allez progresser plus rapidement ou non sur le front lever. Combien de temps il faut pour apprendre un front lever, ben ça dépend de chacun. Il faut jamais être pressé pour atteindre ces mouvements. Mais si je dirais un chiffre, euh, que vous faites les choses correctement, que vous avez un bon niveau athlétique, on va dire, de base, que vous apprenez bien, vous avez facile à apprendre les choses, en général, il faut au moins 1 an pour avoir un front lever, environ 1 an. Certaines personnes peuvent avoir un front lever en un jour. Donc ça c'est, je disais qu'il y a parfois pas de transfert, mais des personnes ils essayent, hop, ben, ils ont peut-être les bonnes insertions, ils ont pas mal d'autres facteurs, ils ont fait un bon sport, ils ont fait de la gymnastique, ou la gymnastique un peu moins peut-être, ils ont fait de la natation ou du judo, et ils ont une très bonne condition physique. Et voilà, ils ont un front lever, bon, peut-être pas super beau, mais ils arrivent à le débloquer rapidement. Euh, Tandis que la planche, c'est un peu plus rare aussi que quelqu'un sache faire une planche directement. Mais donc voilà, après, il faut pas se dire, ça c'est vraiment très rare hein, en général, et puis bah, t'en as d'autres qui vont progresser assez vite sur le front lever. Et il y en a qui vont y arriver en faisant 10 tractions. Je connaissais quelqu'un qui faisait 10 tractions et qui avait un super front lever, et d'autres qui en font 30 et ils n'arrivent même pas à le faire. Donc voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu les idées de temps, les prérequis, et voilà. Au niveau de la technique, sur le front lever, rétraction ou protraction? Donc ça c'est le grand débat. Bon, ça, on va faire par segment. On va faire par segment. On va commencer par la tête. Je vous invite aussi à aller voir mes tutos sur le front lever. En parlant de tutos, voilà, j'avais fait un tuto sur le front lever technique. J'ai pas fait encore un gros guide sur le front lever et j'aimerais bien le faire. Mais justement là, j'ai plutôt fait l'inverse. Excusez-moi, j'ai les notifs qui sont lancés en même temps. Donc j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai fait un mini guide sur le front lever. Donc maintenant je sais que tout le monde est fan des shorts, des réels et des TikTok. Et du coup, bah, j'en profite pour faire un peu plus de contenu là-dessus. Et on m'avait proposé aussi de faire un peu un petit guide step by step. Et en gros, je résume tout ce que je raconte dans ce podcast de 1 heure dans un petit réel de 40 secondes. Et donc il va sortir un petit peu après le podcast, je pense. Mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, maintenant il y en aura pour tout le monde. Là, j'ai fait une courte vidéo tuto sur le front lever de 4 minutes qui est déjà présente depuis longtemps. Et ça va résumer beaucoup de choses que je raconte ici. Je vous ai fait un mini guide, j'ai fait un mini guide de 1 minute et puis j'ai parlé du front lever avec le Chris de Groove et d'autres choses. Mais après, il y a encore plein de tutos sur le front lever. Mais donc voilà, maintenant vous allez être servi, on va dire, au front lever. Chacun, enfin, si vous êtes sur le podcast, je pense que vous êtes plus sur le format long et le mini guide va plus servir au format court. Et je pense que, voilà, je crois que c'est bien aussi d'avoir un peu les deux. Ok, ah tiens, j'ai oublié un peu qu'est-ce qu'il a dit sur le podcast. Oh, tiens, je regarde le mini guide et maintenant, ah tiens, je comprends un peu ce qu'il a raconté. Ou alors quand on regarde le mini guide, on comprend pas forcément et puis on va sur le podcast. Bon, le mini-guide, il est très basique, donc voilà, après, le tuto est quand même mieux. Et voilà, mais c'est à chaque fois de voir. Et puis, dans un tuto, on a parfois du mal à percevoir peut-être toutes les nuances qu'il y a à apporter. Et c'est ça qui est chouette avec le podcast que je fais aujourd'hui, c'est que je peux compléter un peu plus toutes ces nuances sur ce mouvement. Donc, en plus... je m'éparpille, j'ai fait parenthèse sur ça, et maintenant on abordait la technique. Du coup, on va commencer par le haut du corps, donc la tête, ou alors le grip, parce que c'est peut-être le premier segment qui touche la barre. On va commencer par le grip. Donc, false grip,
normal grip, strong grip, sur les doigts, sur les fingers, le pinky. Non, non, ça c'est un peu les variantes plus extrêmes, mais en général, le false grip, ça a été quand même souvent conseillé, et d'expérience, je le recommande plus du tout même, et je le pratique plus comme ça, peut-être sauf pour apprendre la pull-up, ce qui pourrait faciliter la vie, mais de nouveau ça risque aussi d'induire un petit défaut, c'est que souvent quand on fait un false grip, en fait on a tendance à avoir une petite flexion du coude, et on la voit pas tout le temps, mais ça exagère vachement cette position là, et parfois aussi, et ça dépend vraiment des gens, il y a des gens ils sont plus faciles à avoir un false grip et d'être plus proche de la barre, enfin, de tenir le front lever, et d'autres, en fait, ça leur rend le mouvement plus difficile. Et ils se disent, ah, bah, il me faut un front lever, il faut que je fasse le false grip pour le front lever, et à cause de ça, bah, ils mettront plus de temps à le tenir. Euh, D'expérience personnelle, moi je suis plus à l'aise avec un moins gros false grip. Sauf si en fait, c'est aussi une question aussi d'habitude. En fait, si vous habituez vraiment au false grip, vous allez peut-être vous habituer à avoir un peu plus ce bras plié et puis plus facilement à tenir le front lever. Et finalement, vous accumulez un mauvais défaut et ça demande beaucoup de temps à désapprendre. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, si je devais conseiller, il faudrait éviter quand même le false grip et avoir un grip plus normal, légèrement strong, ça c'est toléré, on va dire. Mais de nouveau, avec un strong grip, vous allez peut-être aussi avoir tendance à avoir les bras un peu pliés. Maintenant, si vous êtes vraiment à l'aise et que vous faites un false grip, mais que vous êtes sûr d'avoir les bras tendus, bah là, il n'y a aucun souci parce que voilà, c'est toléré. Ouais, chacun a ses critères aussi, mais les bras tendus, je pense que c'est quand même un critère indispensable sur le mouvement. Et, voilà. Après, ça dépend parfois aussi un peu de l'aspect du biceps. Parfois, on pourrait croire qu'il est un peu fléchi et tout. Mais en général, il faut quand même avoir une bonne extension du coude quand même. Et après, voilà, je pense que si vous tenez quand même bien votre lever, que tout est bien et que le bras est légèrement plié, c'est pas. Voilà, on n'est pas. Si ça vous satisfait, vous, on va pas chicaner non plus. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes comme ça, si t'as un front lever de 10 secondes, mais qui a la petite flexion et que ça se voit même pas en fait, c'est pas très grave. Et puis ça demande aussi beaucoup de. Je pense que ça dépend aussi de l'anatomie un petit peu des gens, mais voilà, je pense que voilà, directement quand on va travailler ce mouvement, en tout cas, faut vraiment essayer de le faire avec vraiment les bras tendus, et dès que vous observez qu'il y a une petite flexion, ben, c'est que il faut prêter attention à ça et corriger ce point. Donc faites bien attention avec le false grip pour avoir les bras bien tendus. Donc ben, on a fait le grip. Au niveau de la prise, en général, une prise un peu plus serrée, je trouve que ça facilite un peu l'apprentissage, sans être trop près. On va dire largeur épaule, c'est un peu large déjà, donc peut-être un peu plus serré que la largeur épaule. Et prendre au-delà, ça devient un peu plus. Là, vous rendez le mouvement plus compliqué par contre. Donc en général, largeur épaule, voire un peu plus serré. Je pense que ça va activer un peu plus facilement votre triceps, justement, votre chef-long. Et c'est là où ça peut être intéressant et ça va vous aider. Mais de nouveau, il ne faut pas exagérer cette prise serrée. C'est en général un peu plus serré que les épaules, c'est parfait. Donc le coude, ben voilà, il doit être verrouillé. Il y en a certains qui pensent qu'il faut, on va dire, aller rentrer les coudes. Et ouais, il faut essayer de les rentrer. En général, c'est des mouvements où on essaie de garder les coudes un peu plus serrés, plus dans l'axe. Et donc, bah, évidemment, que si les coudes s'écartent, c'est qu'ils s'écartent. Et en fait, le fait de rentrer les coudes, ça veut dire que vous allez casser un peu la barre en deux avec votre poigne. Et, mais en général, il faut quand même la casser en deux, mais en plus en la tournant vers l'extérieur. Donc plus comme si vous la cassiez en deux, comme si vous allez fléchir vos pouces vers l'intérieur et l'autre extrémité vers l'extérieur, de manière à casser la barre vers l'intérieur. Mais du coup, ça va faire une petite rotation du bras, mais il faut essayer de garder son coude, on va dire, vers l'intérieur en faisant ça. Et, et en fait, le fait de casser cette barre en deux, bah, ça va mettre une bonne grosse tension dans la barre. Ça va vous permettre de mieux verrouiller, de mieux sentir et déjà d'activer plus vos muscles de l'avant-bras qui ont aussi un rôle à jouer, ces fléchisseurs. Donc ça va être aussi très important de casser cette barre en deux.
Et donc, c'est pour la position des coudes. Mais en gros, si vous avez l'intention de casser la barre en deux, que vous avez un bon grip, etc., vos coudes ils vont plus se placer naturellement. Il ne faut pas trop se prendre la tête sur la position des coudes. Euh, Après, parfois, on voit chez les gens qui plient les coudes, là, on voit que le coude est un peu placé différemment aussi. Donc là, ça se voit. Ensuite, on arrive à l'épaule. L'épaule, point le plus important du front lever, je pense, et un peu presque sur beaucoup de skills, c'est vraiment le fait qu'elle soit dépressée, donc le plus abaissé possible, un peu comme vous savez, vous mettez rentrer vos épaules dans vos poches. En deadlift, là, vous essayez de les garder vraiment bien stackées, bien en place. Vous les éloignez des oreilles, ça c'est des petites cues pour la dépression d'épaule. Et ça, c'est indiscutable, c'est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider dans votre ligne arrière, on va dire. Le fait d'avoir un peu ces épaules dépressées, ça fait un peu, ça vous pousse un peu à avoir un meilleur lean vers l'arrière. Et donc le lean, c'est une distance entre vos épaules et la barre plus loin, et donc ça vous aide à avoir un meilleur front lever. Donc ça, c'est méga important, et aussi ça évite pas mal. En général, quand les épaules viennent plus vers les oreilles, c'est un peu plus traumatique, on va dire, c'est que les épaules sortent un peu de la capsule, et finalement ça désactive le grand dorsal, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que le grand dorsal soit activé à longueur musculaire optimale, et la dépression, ça va pas la raccourcir à fond non plus, et le fait il va justement mieux s'activer, mieux se contracter, donc c'est vraiment important. Ensuite, c'est au niveau de la tête. Ça, c'est un point très important. Il y en a certains qui ont dit balancer la tête vers l'arrière, ou si on ne dit rien, en général, on observe souvent que les personnes vont tirer un peu la tête en arrière pour s'aider, justement. C'est une compensation. Et il y en a d'autres qui disaient que c'était bien parce que ça faisait bras de levier en plus. Mais le problème, c'est que c'est très traumatique aussi. Très traumatique, et ça désengage pas mal les abdominaux aussi. Donc en général, le fait de regarder devant soi, ça va engager plus les abdos. Donc un point très important, et que j'aime bien faire en front lever et que je dis aux gens, c'est de viser un point en fait. Donc par exemple, si on est en advanced stock, on peut viser un point. En advanced stock, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les genoux dans le chemin. Donc là, on doit plus regarder un peu ses cuisses. Ça, c'est moins cool. Mais en advanced one leg, là, on peut par exemple viser un point avec son pied. En half lay, on vise un point avec ses genoux. Et puis en full front lever, on essaie de viser un point avec ses pieds aussi. Et le point, vous allez le viser dès que vous allez rentrer dans le mouvement, quoi. Dès que vous allez rentrer dans la position, là vous visez un point, et on se concentre là-dessus, quoi. Donc ça va être très important, le regard, la tête, pour bien l'activer, et ne pas laisser sa tête aller vers l'arrière quand ça devient difficile. Ça, c'est aussi difficile à faire, mais ça sera important. Donc voilà, on redescend. Donc épaule dépressée, ça c'est sûr et certain. Ensuite, scapula, omoplate. Et là, on a eu très très longtemps, et moi aussi, je pensais qu'il fallait avoir une rétraction forte, en tout cas, ou avoir l'intention de rétraction la plus grande possible. Et alors que finalement, avoir cette intention-là, ça peut être contre-productif dans votre apprentissage. Parfois, c'est même mieux de se dire, ok, je vais le laisser plus neutre, je vais même je vais me focus plus sur mes abdos que mon omoplate, et ma dépression, mais je vais laisser mon omoplate se mettre naturellement. Parce que si on exagère trop la rétraction, ça peut aussi faire en sorte de désengager les abdos. Et si vous désengagez les abdos, vous allez perdre une assistance cruciale dans votre front lever, et donc vous allez désengager, et donc ça va rendre le front lever un peu plus compliqué, et parfois ouais, voilà, plus compliqué, peut-être plus dangereux aussi, plus traumatisant. La rétraction extrême est quasiment impossible. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire un front lever avec une rétraction maximale. Et donc là, ça devient très très compliqué, quoi. Et ça va être très très individuel aussi. Il y a des gens qui vont avoir des front levers qui ressemblent vraiment qui sont très protractés de base. Je pense que ça dépend aussi un peu de la syphose naturelle de la colonne. Et d'autres qui vont avoir un front lever très banane, enfin ils vont avoir beaucoup plus facile à rétracter leur scapula. Mais de manière générale, faut pas trop se prendre la tête avec ça, juste avoir l'intention quand même d'être en scapula neutre, mais pas de l'exagérer, et de se concentrer plus sur les abdos et les autres parties du corps.
plus la dépression. Je pense que ça, je vais répéter souvent et penser plus à avoir ses épaules qui vont tomber vers le bas. Euh, Ça va aider un peu à remonter ce bassin. Et ça serait déjà beaucoup de choses à penser aussi dans le mouvement. Euh, mais en tout cas, la rétraction, c'est quelque chose qui va se travailler à travers tous vos exercices de rowing. Euh, En faisant les progressions du front lever, ben, vous allez directement implémenter un peu ça et ça sera à vous de juger, ok, là, est-ce que j'ai besoin de rétracter un peu plus ou pas, est-ce que j'ai les capacités de le faire. Si on vous a les capacités, ça peut être intéressant et ensuite, là, il y aura moyen de... Voilà, faut trouver le bon milieu en fait. Si tant que vous arrivez à engager optimalement les abdos et rétracter, c'est bien, mais après, il ne faut pas exagérer ça à fond. Et parce que si vous vous focussez trop sur cette rétraction, vous risquez de rendre votre apprentissage plus compliqué aussi. Et parfois, et de nouveau, pour ceux qui ont une petite protraction, ça peut être intéressant de continuer là-dessus et de laisser le front lever aller, quoi. De ne pas se bloquer, ok, j'ai une protraction, je peux pas faire le front lever. Parce que là, c'est un peu dommage de perdre ça parce que il y en a certains, bah, ils peuvent avoir full front lever assez rapidement, juste avec une protraction. Et le front lever rend super bien, même. Je le trouve très très beau aussi en protraction. Donc, ça, c'est aussi une question de critères personnels. Donc, scapula. Ensuite, abdos. Ouais, ouais, on est sur les abdos. Donc, bah, les abdos hyper serrés. Donc, ça, c'est méga important. Donc, vraiment bien se concentrer sur les serrer. Mettre de la tension dès le début dedans et ça va en parallèle avec les fessiers. Ça va être aussi crucial, hein. On le répète jamais assez, mais enfin moi je le répéterai jamais assez. Serrer les fesses et les abdos quasiment sur tous les mouvements, bah, c'est méga important. Et c'est vraiment c'est vraiment game changer à chaque fois dans les mouvements et souvent rien que se concentrer sur ces deux points là, ça fait vraiment la différence. Et donc ça va toujours un peu en parallèle. Les abdos et les fesses, c'est sûr. Le bas du dos, il ne faut pas essayer de le contracter du tout. Donc c'est vraiment les abdos. Euh, il faut pas. Ouais, il faut vraiment imaginer qu'on raccourcit le muscle, quoi, et que le grand droit se contracte et c'est tout, quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est pas mal. Euh, Tandis que bah, si vous avez la tête vers l'arrière, une rétraction exagérée, bah, le grand droit il va faire quoi, il va être plutôt étiré avec une lordose et là c'est pas très bon, quoi. Donc il faut plus avoir le bas du dos qui va venir s'aplatir un peu, s'arrondir à la limite. Parce que les fesses vont quand même se serrer et le bassin. Et souvent ce qu'on veut faire aussi c'est remonter vraiment le pubis le plus vers le haut. Donc là bah, je reviens, on arrive aux hanches, aux fessiers, le pubis vraiment le plus haut possible. Et ça peut aussi pousser un peu plus à rétracter, avoir un front lever un peu trop. Avoir la ligne du front lever, donc l'alignement qui va être plus oblique. Et comme je l'ai dit dans la définition, le but principal c'est qu'il soit le plus parallèle possible au sol. Et ça c'est hyper important. Et ça, il faut être très très vigilant au placement de son épaule et de sa hanche. Et ça va être très 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 important. Et donc c'est pour ça que bien engager les abdos, ça peut permettre aussi de l'avoir pas trop haut et pas trop bas. Donc en serrant bien les fesses. Donc vraiment rétroverser, donc basculer les fessiers en avant, faire le cow-boy. Et ça, pensez à ça dès le début, dès votre entrée. Donc ça, de nouveau, avec le regard, ça c'est dès que vous allez rentrer dans la position, vous regardez, vous visez, vous serrez vos fesses, vos abdos, hop, vous arrivez dans la position, et là, boum, c'est carré. Ça va être fondamental. Et ensuite, bah, il y a les jambes, hein, mettre une grosse tension dans les jambes. Et ça, c'est sous-estimé aussi, mais les adducteurs, ça, c'est un tips hyper enfin, un peu, on néglige ça, mais c'est extrêmement important de bien serrer ses cuisses l'une vers l'autre. Ça va remettre une grosse tension globale et ça va éviter parfois d'avoir un petit décalage entre les jambes, des jambes qui tremblotent un peu. Et, ça, c'est super important. Et dès le début, hein, ça, on observe d'office quasiment tout le monde qui fait un advanced front lever. Bah, on voit souvent les genoux qui s'écartent un petit peu. Euh, et ça va être très important. Donc de bien corriger ces adducteurs. Et bah, puis voilà, il y a les cuisses et puis les pointes de pied. Bah, ça, c'est un peu comme vous voulez. Si vous voulez un front lever marché, il y en a, ils aiment bien avoir le front lever un peu avec les pieds vers soi. Le problème, c'est que ça désengage un peu les quads et c'est plus dur d'avoir cette belle extension
Et à l'inverse, avoir un front lever full gymnaste avec la pointe de pied vraiment tendue, ça c'est un peu compliqué. C'est un petit peaufinage qui rend parfois le mouvement un peu plus dur aussi, je trouve. Donc voilà. Les pieds, c'est un peu plus libre. Faut même pas trop spécialement y penser, quoi. Donc voilà. Pour les critères techniques, les activations, finalement on arrive un peu dans qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Euh, donc dans la technique, là je vous ai déjà donné aussi quelques cues. Donc les bonnes activations, dépression, bras tendus, bassin alignement bien placé, et puis voilà, en serrant tous les segments. Ça c'est fondamental pour avoir un bon front lever. Euh, et qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est souvent c'est l'inverse, hein. Donc ça on va peut-être y aller un peu plus brièvement. Donc ce qu'il faut ne pas faire, c'est avoir les bras pliés, avoir une mauvaise entrée. Donc souvent on voit les gens qui rentrent, ça je vais en parler juste après, l'entrée, qui rentrent de mauvaise manière, et donc le front lever est beaucoup plus compliqué à apprendre. Euh, L'épaule qui va un peu plus vers les oreilles, élévation, la tête qui va vers l'arrière, l'omoplate trop rétracté ou pas, ou trop protracté, pas de tension dans les abdos, la hanche qui pike, donc soit le bassin est trop haut et vous avez un front lever oblique, ou alors le bassin est trop bas, et là c'est que vous n'êtes pas assez fort en général pour la progression. Et puis des petites erreurs dans les jambes, quoi. Donc ça c'est les petites choses à pas faire. Un truc très très important aussi dans les trucs à ne pas faire. On va parler de l'entrée, puis on va parler peut-être du maintien. Donc dans les trucs à ne pas faire, c'est dans l'entrée en fait. Il y a plusieurs manières de rentrer dans le front lever, et ça c'est fondamental en fait, parce que c'est un mouvement que vous allez répéter tout le temps. Donc les skills, c'est des mouvements que vous allez faire pendant des mois, des années, et c'est bien d'avoir sa routine en fait. C'est toujours optimiser le temps que vous allez passer dans la position, et pour ça il faut y aller de la manière la plus efficace possible, en perdant le moins d'énergie possible. Et, euh, et donc ça passe par enlever des chaussures par exemple, ça passe par rentrer correctement dans la position, le faire sur des barres à la bonne hauteur. Barre ou anneau, ça c'est aussi un débat. Donc on est quand même plus stable. La stabilité, plus on est stable ou plus on est fort. Et donc en général, l'apprentissage se fait beaucoup mieux sur barre. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de le pratiquer sur barre. Certaines variantes vont se faire sur anneau, mais ça va être la plupart du temps c'est mieux sur barre. Donc c'est pour ça que je vous parlais de casser la barre en deux. C'est vrai que voilà, je fais de la parenthèse là maintenant. Donc si vous devez vraiment privilégier, c'est sur barre. Maintenant, si vous n'avez pas trop le choix, ou pour préférence personnelle, ou pour faire des combos, ou quoi, ou certaines variantes sur les anneaux, moi par exemple, pour l'instant, je pratique sur anneau. Parce que j'avais dû le faire avec mon plâtre, et que je continue dans cette logique-là. Et je fais un test aussi, en fait, pour comparer un peu la différence entre la barre et les anneaux. Mais quand je me suis vraiment focus uniquement sur la barre, ma progression a été, sur du long terme, on va dire, ma progression était clairement beaucoup plus présente. Donc le fait d'être constamment sur un bon setup avec barre, et barre assez basse. Donc en général, il faut mieux la prendre avec une barre hauteur pec qui tient bien, quoi. Excusez-moi, ma voix part déjà. Barre, c'est important. Donc l'entrée, du coup, si vous avez une barre basse, ça sera plus facile de rentrer en position. Il y a plusieurs manières de rentrer. Il y a un peu le ice cream ou le semi-ice cream. Donc vous partez avec on va dire en position haute de la traction avec vos pieds au sol. Et puis vous shiftez, donc vous descendez, vous tendez vos bras et votre bassin monte et vous arrivez dans la position. Et ensuite, là, il y a toutes les activations sur les progressions que vous faites. Si vous êtes en advanced dog, vous pouvez partir presque dans la position de la advanced dog. Donc vous pliez votre corps et puis vous arrivez. Ensuite, il y en a qui préféreront aussi partir vraiment avec les bras le plus serrés possible de la barre, et d'autres quasiment tendus, voire d'autres semi-tendus et d'autres complètement tendus. Moi, de préférence personnelle, et je pense que la plupart des gens font semi-tendus. Maintenant, il y en a qui aiment bien partir tendu complètement, et d'autres vraiment semi-tendus, vraiment traction, et puis ils arrivent. Maintenant, vraiment, quand tu es en bras pliés jusqu'en haut, je trouve que c'est plus dur à verrouiller le coude. Donc semi-tendu en général, c'est plus simple. Et puis voilà, déjà mettre de la tension dans les fesses, les abdos, et ça va être vraiment hyper important d'avoir son entrée la plus efficace possible.
Après, pour complexifier le mouvement dans votre apprentissage, parfois vous allez pouvoir se dire ok, je fais mon front lever en partant d'en haut, donc je fais du hang to front lever, ou je fais partir d'en bas et monter en front lever, ça c'est vraiment plus complexe. Mais les variantes dynamiques comme ça se font souvent, quand je les implémente, c'est uniquement sur l'entrée. Donc ne pas chercher à faire deux trois répétitions de front lever raises, mais faire juste ok, je fais un front lever raises et je tiens. Et rien que ça, c'est déjà extrêmement dur, et c'est déjà qu'il faut déjà très bien avoir maîtrisé la progression précédente. Après, le hang est un peu plus facile aussi, mais il faut quand même déjà avoir bien maîtrisé sa progression avant de l'attaquer. Donc ça, c'est pour les entrées, extrêmement important. Je vous ai parlé de la barre versus les anneaux, ça c'est bien. J'allais dire entrée, et j'allais dire mince. Dans les choses à ne pas faire. Ah oui, et dans les maintiens maintenant. Donc quand on va parler de tenir ou de maintenir un skill, ça c'est super important. Et ça c'est un truc que j'ai longtemps négligé, c'est que souvent j'ai travaillé des progressions, mais j'étais jamais spécialement statique, on va dire. Un maintien statique, ça doit être statique, il faut rester en place. Au moins 2 secondes. Et y a aucun mal à tenir que 2 secondes, mais il faut le tenir. Et le problème c'est que parfois je maintiens des maintiens de 4 secondes, mais admettons j'ai le bassin qui était un peu haut au début, puis à la seconde 1, à la seconde 2 il était un peu plus bas, à la seconde 3 plus bas, et il n'était pas dans la même place. Mais ça se voyait, même si on a l'impression qu'on est quand même dans la même position, qu'on respecte un peu les critères, ben le maintien n'est pas réellement présent. Et ça, c'est extrêmement important aussi, d'avoir vraiment des maintiens très fixes. Ou alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attaque le full front lever, c'est que, ok, on se met, on se place, on est bien gainé, et puis on perd les abdos, le bassin commence à spiker un peu, mais on a l'impression quand même de tenir un peu, et puis on lâche. Et ça, c'est extrêmement important de garder cette tension continue du début à la fin. Et il n'y a aucun mal. Et c'est pour ça que parfois, avoir un maintien trop long, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est de nouveau toujours trouver le bon milieu aussi entre les temps de maintien, comment vous réagissez, etc. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse pour maintenir versus tenir. Ensuite, parlons des progressions sur le front lever. Je pense qu'on a abordé un peu les points essentiels. Je reviendrai peut-être sur un point par après. Vous voyez, c'est un peu brouillon comme podcast, mais finalement, on aborde tout sur le front. Et si vous êtes là du début à la fin, c'est que vous allez quand même avoir un maximum d'infos là-dessus. Ça, c'est le principal. Donc, pour les progressions, j'ai justement fait un petit réel la dernière fois sur pourquoi il ne faut pas utiliser le tuck front lever pour apprendre le front lever. Parce qu'en fait, le tuck, ça a tendance à rendre la rétraction plus difficile, ou en tout cas l'intention, la dépression aussi. L'engagement des abdos est plus compliqué aussi, vu que la flexion de hanche est vachement plus grande, et qu'il n'y a pas d'extension de hanche finalement, et donc il n'y a aucun rôle des fessiers, et et la progression est aussi très dure à être constante, d'avoir vraiment euh, les, les genoux, parfois ils vont être plus proches du nez, parfois un peu moins loin, parfois on va balancer dans la position. Un truc aussi très important, c'est l'angle qui doit être en général, c'est bien d'être assez spécifique d'un point de vue angle des bras par exemple. Et en tuck front lever, on pourrait presque avoir les bras verticaux par rapport à la barre, donc les bras qui tombent. Et il n'y aura pas vraiment de ligne arrière, quoi. Et en fait, donc ça va être important. Tandis que dans le advanced tuck front lever, là vous allez déjà avoir un ligne arrière. Donc en fait, le tuck, ce serait bien de l'éviter en fait. Donc dans le meilleur des mondes, vous devriez commencer votre apprentissage du front lever directement en advanced tuck front lever. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas habitué à travailler bras tendus, ou si vous ne savez pas faire assez de traction, là, c'est pour ça qu'avoir une bonne base de traction avec la scapula bien maîtrisée, c'est important. Mais n'ayez pas peur, hein, même si vous êtes en train de construire vos premières tractions, vous pouvez utiliser une progression supportée en fait.
Et donc une progression supportée, c'est une que j'affectionne particulièrement moi-même, c'est le LCF Hold, donc le Lab Coat Fitness Front Lever Hold. C'est eux qui l'ont mis en place un peu. Donc le truc, c'est de faire un front lever à une jambe avec son pied qui se pose sur un support. Souvent, par exemple, si vous avez des barres parallèles, vous mettez votre pied sur la deuxième barre et, euh, et votre jambe en extension. Et en fait, à partir de cette progression-là, vous allez pouvoir calibrer votre ligne, hyper important, et vos activations. En fait, vous allez pouvoir sentir un peu plus vos omoplates. Vous allez vous concentrer un peu plus sur vos bras, s'ils ont tendance à pas être tendus, sur vos fessiers, sur la tension dans la jambe. Donc ça va être hyper important, le LCF Hold. Et vous pouvez aussi le faire avec un lacet, par exemple. Enfin, ils avaient montré ça avec un lacet ou une bande ou même une chaise. Donc vous mettez, si vous avez qu'une barre parallèle ou une barre par exemple, vous mettez une chaise, et vous mettez votre pied porteur sur une chaise et vous poussez un peu. Donc le but c'est juste d'accommoder la résistance pour que ça convienne à votre effort. Et en fonction, vous mettez votre angle. L'exercice, il ne doit pas être très dur en fait. C'est juste un petit exercice d'activation. Vous activez les muscles, vous sentez les bonnes activations. Et ok, là vous avez travaillé votre spécificité sur le mouvement. Et si vous n'êtes pas assez fort, le reste de la séance, vous vous rendez plus fort. Vous faites plus de traction, de rowing, de muscles. Donc ça, c'est important. Et si vous êtes assez fort, vous attaquez avec le Advanced Tuck. Et si vous êtes assez fort mais que vous ne comprenez pas le Advanced Tuck, faites les deux. Donc faites du lap coat en échauffement. Et même encore maintenant, même si vous faites du full front lever, en fait, ça peut être bien de faire du LCF pour s'échauffer par exemple, et pour bien activer certains points, et puis vous les réintégrer dans votre mouvement d'après. Donc vous faites du lap coat, hop, ensuite Advanced Tuck, si vous êtes assez fort. Et donc voilà, ça nous permettrait d'éviter le tuck front lever. Maintenant, le tuck, il peut être intéressant parce que ça peut être un objectif pour certaines personnes. Voilà, moi je pense pas, enfin il y a certaines personnes qui sont un peu plus en surpoids ou quoi et on se dit ok, j'ai envie de commencer. Un bel objectif c'est de réussir un tuck front lever. C'est pas donné à la plupart, à toute la population de réussir ce mouvement-là, même si de visu c'est pas un mouvement qui est impressionnant, mais c'est quand même quelque chose qui est là quoi. Et je trouve que ça peut être déjà un bel objectif quoi, si on met quelqu'un en forme et puis il fait ses premières tractions. Et ensuite, réussir un tuck, c'est déjà cool. C'est aussi une transition vers le skin de 4 par exemple. Enfin, quelqu'un qui fait un skin de 4, il doit quand même passer par cette position-là. Donc bosser directement le skin de 4, vous passez par le tuck en dynamique. Et ça, c'est une bonne manière de faire aussi. Et pour les personnes, souvent, et par exemple aussi les personnes, les athlètes féminines par exemple, qui ont quand même beaucoup plus de difficultés à apprendre lever, ça on va pas se mentir, mais ce qui est possible quand même. Et voilà, par exemple, si la progression est longue, etc., se dire ok, je vais quand même bosser mon lap coat et je vais apprendre mon tuck front lever, et ensuite, voilà, elles arriveront peut-être à faire aussi le. C'est pas une mauvaise chose d'apprendre le tuck front lever aussi. Ah oui, et le lap coat, petite parenthèse, c'est qu'il y a aussi moyen de le faire avec un élastique aussi. Donc vous faites directement un front lever avec élastique et vous mettez une grosse résistance et vous vous concentrez aussi sur les activations. Ça peut se faire aussi, mais j'ai moins de pratique là-dessus, donc je préfère pas trop en parler. Donc lap coat, éviter le tuck, advanced tuck. Donc advanced tuck, ça va être très, très important, c'est de garder ses hanches à 90 degrés, 90 degrés. Ça c'est pour standardiser la progression en fait, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez souvent avoir tendance à avoir vos genoux un peu plus loin, un peu moins loin, les pieds trop hauts, trop bas, donc il faudra avoir le talon vers les fesses. Et ça, cette position-là, elle va être importante pour toutes les progressions advanced, donc à la fois en planche, sur d'autres mouvements. Donc vraiment avoir cet angle de 90 degrés, qui est pas facile à faire, parce qu'en ce moment on a envie d'aller plus loin. Mais ça va être important d'être constant quand même sur cet angle-là. Et même chose, quand vous allez passer au Advance One Leg, ça va être de le garder aussi à 90 degrés. Ensuite, après le Advanced Tuck Front Lever, certains qui vont progresser assez vite peuvent passer au Half Leg, mais ça c'est quand même rare d'expérience. Enfin, c'est plus quelqu'un qui est avancé, qui vient du front, qui va passer au Half Leg en général, qui a fait des straddles ou des trucs comme ça avant et qu'on rattaque au Half Leg. Et parce qu'il équivaut à peu près au Advance One Leg en termes de force, mais il est quand même plus dur le Half Leg en général. Donc c'est pour ça qu'en général, la plupart des gens vont passer du Advance Tuck au Advance One Leg.
Mais si la personne est capable, elle peut passer du advanced tuck au half lay. Ça demande un peu plus de mobilité au niveau du psoas et ça, le half lay permet vraiment de mieux activer les abdos et, euh, et d'être plus symétrique aussi, ce qui est quand même un peu plus intéressant aussi. Mais la plupart, voilà, en général, attaquer le Advance One Leg, ça sera déjà une bonne chose. Et finalement, on peut y arriver assez rapidement, donc c'est ça qui est cool aussi, hein, c'est motivant de passer, on va dire, rapidement des progressions. Et donc, step d'après, le Advance One Leg Front Lever. Euh, à l'époque, il y en a beaucoup qui faisaient le straddle. Je pense que maintenant, je crois que ça a été quand même assez démontré que c'était pas hyper pertinent parce que de nouveau, comment standardiser la progression avec le straddle. L'extension du bassin est quand même la rétroversion du bassin est quand même beaucoup plus dure à maintenir si vous écartez trop les jambes. Et donc vous allez fléchir un peu plus, moins engager les abdos et être moins constant dans votre progression. Donc c'est pas trop pertinent le straddle. Mais le Advance One Leg, par contre, là il devient intéressant parce que vous allez quand même pouvoir vous concentrer sur une bonne jambe. Donc de bien la resserrer plus vers l'autre en même temps, de mettre de la tension dans vos fesses, de contracter un peu plus vos abdos et de vous concentrer sur la ligne autre que épaule-hanche, mais vous allez faire épaule-hanche et pied. Donc là ça va être cool. Et ensuite, vous pouvez tendre votre deuxième jambe. Non, c'est possible, mais donc Advance One Leg. Et après, voilà, soit Half Leg, ou il y en a certains qui arrivent quand même à passer du Advance One Leg au Front Lever. Et enfin, certains, il y en a quand même pas mal qui peuvent directement passer de là à là. Et donc, ça, c'est bien. Et donc, après, c'est Full Front Lever. Et parfois, il y a des progressions intermédiaires. Donc, soit vous faites Advance One Leg, Half Leg, ou alors vous faites Advance One Leg ou Super Advance One Leg. Ça, c'est aussi une progression. Et là, vous standardisez en mettant vraiment votre pied à hauteur genou, par exemple, et puis à hauteur cheville. Ça, c'est une manière de faire aussi. Et puis, parfois, il y a des progressions intermédiaires. Mettre des ankle weights, par exemple, si vous avez du mal à passer du Advanced Tuck au Advanced One Leg, soit il y a des progressions dynamiques, il y a à chaque fois plein de tips, hein, mais parfois, mettre des ankle weights, ça peut être une chose aussi. On pourrait même presque la mettre dans les progressions. Et puis il y a les élastiques, hein, parfois attaquer élastique aussi entre les progressions, ça peut être aussi une piste. Donc bien mettre l'élastique aussi, ça c'est important. Au début je le mettais en dessous de la fesse, maintenant je préfère le mettre vraiment en dessous des lombaires. Et voilà, maintenant il faut éviter de désengager les abdos. Ça fait très longtemps que j'ai plus pratiqué avec élastique, donc je serais même plus trop. Et c'est pas un exercice que je mets souvent même à mes coachés, mais c'est quelque chose qui peut être très envisageable aussi. Et voilà, faut quand même être il faut toujours bien garder cet engagement des abdos, donc avec élastique. Ensuite, voilà, on a vu les progressions. C'est vrai que j'aurais pu parler de la méthodologie dedans directement. Ben voilà, on va refaire un peu la méthodologie là-dedans. Donc, progression. Bon, on va supposer que la personne progresse en traction, voit déjà les prérequis en traction, et qu'elle augmente son auto-traction en même temps, donc elle devient plus forte, et qu'elle fasse sa petite route vers le front lever. Et tout ça, ça va durer parfois 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans, parfois 6 mois, ça dépend vraiment des personnes. Donc on attaque le front lever, soit de la personne, voilà, elle apprend ses premières tractions, on travaille son lap côte, etc. Ou soit elle est déjà assez, et donc là on attaque par le lap côte, ou soit elle est déjà assez forte, elle sait déjà faire une dizaine, boum, on attaque directement Advanced Tuck, on fait peut-être un peu de lap côte ou un échauffement comme je l'ai dit. Et le but dans l'Advanced Tuck, ça va être de passer des paliers, d'avoir une bonne capacité de travail. Et donc on va peut-être commencer avec des Advanced Tuck assez courts, on va dire peut-être 3, 4 maintiens. Et donc l'idée ça sera peut-être de faire, au début c'est bien de commencer par exemple 6 à 8 séries par semaine. Donc on va commencer à 6 à 8 séries. Et pour le front lever, c'est un mouvement, je pense qu'il ne faut pas trop de volume non plus parce que le grand dorsal, c'est un gros muscle, il faut quand même une bonne récupération. Et donc en général, 2 séances par semaine, ça sera suffisant. Et donc voilà, il faut se dire, ok, on va mettre 6 séries réparties sur 2 séances, on va commencer avec 3 séries par séance. Et parfois on peut augmenter, parfois on peut mettre un petit jour dynamique entre les deux, une troisième séance, parfois une quatrième, ça dépend un peu des objectifs de la récupération. Mais en général, 2 séances, c'est ce qui convient pour la plupart des gens, et c'est un truc que j'ai pas beaucoup fait parce que je pense qu'il va en faire plus. Et donc d'expérience, c'est quand même beaucoup mieux avec 2.
parfois 3. 3 ça reste bien pertinent. Et 4, 5, là ça devient un peu ça devient plus réservé à ceux qui veulent faire du front lever only et qui veulent taper des records, on va dire. Et encore, parfois c'est pas ce qui va leur aider non plus, ça dépend beaucoup des gens aussi ça. Mais voilà, de manière générale, 2 séances c'est parfait. Et donc vous commencez par un certain nombre de séries. On commence par 6 et en général on va pas plus que 16 séries par semaine, ça devient déjà costaud quoi. 8 séries par séance. Après, si vous voulez repartir en 3 séances, là, à un moment, avec une progression plus light, ça peut le faire aussi. Et donc, vous mettez vos progressions de Advanced Stock Front Lever, et le but, c'est d'acquérir une capacité de travail. Et pour commencer le Advanced Stock Front Lever, idéalement, il faut au moins le maintenir 2 secondes. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous allez intégrer une progression, il faut au moins la maintenir 2 secondes. Et c'est pas parce que vous savez faire une progression que vous pouvez la mettre dans votre programme. Donc, si vous faites votre Advanced Stock Front Lever, mais c'est max effort, RPE 11, là ça devient un peu compliqué. Maintenant, si c'est un peu tolérable parce que c'est un peu shaky mais que voilà, vous avez quand même une petite réserve et que vous savez quand même faire plusieurs séries sans trop dégrader la forme, là vous pouvez l'attaquer quoi. Et donc vous attaquez votre Advanced Stock Front Lever, 3-4 séries de 2-3 secondes au début, peut-être 4 secondes. En général, c'est un mouvement aussi, il peut se débloquer très vite. Parfois on va faire c'est rare, les progressions plus avancées, ça va être rare de faire des gains drastiques en secondes. Mais l'Advanced Front Lever, parfois vous allez faire 3-4 secondes et puis d'un coup vous allez faire 8 parce que vous allez comprendre un truc et que vous allez de nouveau sur le mouvement et que vous allez exploser. Donc, et puis vous allez faire 8, 12, 15 et donc là il y a un moment, il n'y a plus trop d'intérêt. Mais je pense que l'Advanced Stock c'est un mouvement où on peut, en front lever plus qu'en planche, on peut monter à 12-15 secondes. Et donc, mais après, l'idée, c'est que vous arrivez petit à petit à construire cette capacité de travail, à faire 3, 4, 5 séries de 10 secondes. À partir de ce moment-là, vous allez être bien. Et pour progresser dans les cycles, hein, c'est toujours, vous commencez, vous faites 4 x 4 secondes, 4 x 5, enfin 4 x 5. Au début, vous allez peut-être, quand vous avez du temps, vous allez peut-être augmenter les secondes. Pour la plupart des gens, en général, une bonne approche, c'est d'augmenter le nombre de séries, donc 3 séries, 4 séries, 5 séries, 6 séries. Et le cycle d'après, vous allez recommencer la même chose avec 5 secondes, et ensuite vous allez monter à 5 secondes. Ensuite, vous allez deload, et puis le cycle d'après, vous allez faire la même chose avec 6 secondes. Ça, c'est pour ceux qui progressent un peu plus lentement, ou pour quand vous allez utiliser des progressions plus avancées. Mais certains auront besoin de faire déjà ça sur leur Advanced Stock Front Lever, l'air de rien. Et il n'y a pas de mal. Et puis finalement, si ces personnes-là ne savent pas encore faire plus que 10 tractions, vous allez faire les deux en parallèle. Vous allez bosser vos Advanced Stock Front Lever et atteindre vos 10 premières tractions. Et ça va prendre peut-être un peu plus de temps d'atteindre ces 10 premières tractions. Et donc le faire d'utiliser la vague gentiment, sans passer directement au Advanced One Leg ou à autre, et de bloquer plus rapidement, mais c'est pas mal aussi ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, parfois vous allez pouvoir faire la même chose, être plus lent plus sur la Advanced One Leg et augmenter votre action et ainsi de suite. Donc vous allez atteindre un 4 séries de 8 de 10 secondes et puis là en général vous terminez vos cycles et donc je disais pour les personnes qui augmentent vite les secondes, vous allez pouvoir aussi faire le choix de la même méthodologie en semaine 1 4x4, semaine 2 au lieu de faire 5 séries, là vous allez peut-être pouvoir augmenter les secondes justement et donc faire 4 séries de 5 secondes, 4 séries de 6 secondes, etc. Et voilà, une fois que vous êtes vraiment à l'aise, vous avez passé pas mal de temps, 4 séries de 10 secondes facile, 5 séries, 6 séries, là vous allez pouvoir dire ok, je teste mon Advanced One Leg en deload par exemple. Vous testez votre Advanced One Leg, s'il tient de nouveau 2-3 secondes, qu'il a l'air d'être bien correct à implémenter, on peut l'implémenter. Et on répète un peu le même processus. Peut-être que pour cette progression-là, il y a moins besoin d'aller chercher du 10 secondes. En général, du 8 secondes, ce sera largement suffisant. Du 6-7 secondes, ce sera largement suffisant. Et là, de nouveau, vous utilisez un peu les cycles. Hein. Vous commencez avec 2-3 secondes. Un truc qui est bien aussi avec quand vous faites un peu la transition entre ces deux mouvements, c'est d'avoir un petit set tampon. Donc vous faites du Advanced One Leg, mais vous gardez un peu de jus et vous faites encore des séries de Advanced Stock par exemple. Et par exemple, si vous avez aussi du mal à passer du Advanced Stock au Advanced One Leg, parce que parfois il y a des personnes qui arrivent à faire 4 séries de 10 secondes en Advanced One Leg, mais qui n'arriveront pas encore à faire leur Advanced Stock, Advanced One Leg, pardon, qui arrivent à faire ça en Advanced Stock, mais qui n'arrivent pas encore à faire leur Advanced One Leg, là ils peuvent utiliser un élastique, ils peuvent utiliser des poids sur leur Advanced Stock, ils peuvent utiliser des variantes dynamiques.
Donc par exemple faire du advanced tuck mais en partant d'en haut, du hang to advanced tuck sur des anneaux là justement, ou en partant d'en bas sur barre, ou faire du tuck to advanced tuck pour rentrer dans la position. Ça c'est aussi une entrée qui est possible. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles pour casser un peu les paliers. Et ensuite, voilà, utiliser un peu le tampon. Donc, par exemple, faire un Advance One Leg. Si vous faites que 2 secondes en Advance One Leg, bah, ça va être dur d'avoir beaucoup de temps sous tension dans le mouvement. Et donc là, ça peut être pertinent d'utiliser le Advance Tuck après, quoi. Donc vous faites 2 séries de 2 secondes en Advance One Leg Front Lever, par exemple. Et ensuite, vous faites 3-4 séries de Advance Tuck. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi acquérir un nombre un peu plus constant plus long de séries de front lever. Et donc voilà, et ensuite une fois que vous êtes sur Advanced One Leg, et comme je le disais, il y en a ils vont pouvoir passer aussi au half lay par exemple directement, ça va dépendre. Et ensuite quand vous êtes vraiment bien en Advanced One Leg ou en half lay, là vous allez pouvoir tester aussi votre full front lever. Et d'expérience, il y a certaines personnes qui arrivent à faire un full front lever après leur Advanced One Leg. Donc ils font un Advanced One Leg parfois de 6 secondes, et ils y arrivent. Et parfois il y en a d'autres qui ne répondent pas du tout. Donc ça va vraiment dépendre des gens, ça c'est très dépendant aussi. Mais souvent, si votre Advance n'est pas encore hyper solide et tout, votre full, vous allez peut-être le débloquer, mais il sera vraiment pas solide. Et en général, il va falloir pas l'incorporer directement. C'est pas parce que quand vous allez débloquer vraiment vos 4 séries de 8-10 secondes en Advance One Leg et que vous allez mettre votre full front lever en test que vous allez devoir l'incorporer. Là, ça sera encore judicieux de répéter pas mal le processus, de faire encore quelques mésos sur votre Advance One Leg ou le half lay avant d'incorporer le front. Ou alors, et par exemple, même avant d'incorporer le front, faire encore des variantes dynamiques, par exemple faire du hang to advance one leg, faire du tuck to advance one leg, faire des presses, advance one leg front lever press, ou des half lay front lever press, de half lay, voilà, il y a plein de variantes. Peut-être faire encore des entrées dynamiques. Et à mon avis, une fois que vous allez bien avec les entrées dynamiques, et que vous allez retester encore peut-être une deuxième fois votre front lever, là vous allez pouvoir vous dire ok, là il est carré, je vais l'incorporer. Mais de nouveau, pas l'incorporer de manière trop intense. Même si vous avez fait un test, vous le tenez 4, 5, 6 secondes bien, mettez-le que pour une seconde ou deux. Vraiment, essayez de garder beaucoup de tampons. Ça, c'est extrêmement important. Dès que vous allez dégrader un peu votre front lever, vous risquez de vite courir dans un mur et biaiser complètement votre cycle. Donc, il faut être très conservateur dans les skills. Il faut vraiment plus viser vraiment la constance, la régularité sur les mouvements. Donc il n'y a aucun mal de faire des mouvements faciles pendant quelques cycles avant de se rendre la vie trop difficile sur un mouvement et de galérer un peu et de faire des hauts et des bas pendant plusieurs cycles. Même si vous préférez vous entraîner avec des progressions plus stylées, c'est bien quand même de garder toujours... c'est vraiment une route longue, là, les skills en général. Et donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et il y a des skills qui sont parfois plus durs à implémenter que d'autres. Je pense vraiment le front lever, c'est toujours à y aller très avec mettre son pouce dans l'eau, quoi. Enfin son gros orteil dans l'eau et de sentir comment elle est avant d'y aller complètement. Parce que parfois il faudra y retourner, il faudra sortir de l'eau et puis peut-être recommencer avec des étapes d'avant et être un peu frustré. Donc voilà. Après, une fois que vous avez utilisé votre full front lever, là vous utilisez votre full front lever peut-être avec des séries de 1 ou 2 secondes et de garder peut-être un tampon. Donc vous allez faire peut-être 2-3 séries de front lever et puis vous allez garder du advance one leg ou du half lay et de répéter un peu toujours le même processus. En fait, cette méthodologie là elle sera aussi propre à vous parce que peut-être que vous allez préférer autre chose. Chacun va avoir son truc, mais voilà, c'est celle que je vous parle est vraiment cool. Augmenter chaque fois le nombre de séries et puis décharger, augmenter d'une seconde, augmenter le nombre de séries, décharger, augmenter d'une seconde. Et après, le cycle d'après, vous allez avoir de maintien de plus en plus long dessus. Donc voilà pour la méthodologie en fonction des progressions. Vous avez compris la logique.
Voilà. Pour les exos d'assistance. Donc, c'est quoi les bons exercices d'assistance pour le front lever? Euh, il y a la traction, ça c'est indissociable. Et le but aussi des exercices d'assistance, ça va être principalement de développer le meilleur exercice, ça sera le front lever en fait, en statique quasiment, pour les progressions. Donc c'est pour ça que dans la méthodologie, vous parlez à chaque fois de maintien, de secondes, etc. C'est vraiment, avec les années, je vais peut-être vous parler de mon histoire, mais c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, les statiques, pour activer bien les muscles et vraiment passer beaucoup de temps dans les positions, etc. Les dynamiques, ça peut construire aussi un peu de masse musculaire, mais vu qu'on va les utiliser plus pour les entrées ou passer le cap en certaines progressions, là ça sera un peu moins pertinent. Et donc les exercices dynamiques, ça va être surtout pour travailler le groupe musculaire principal. Et donc qu'est-ce qu'on va chercher à travailler? Surtout le grand dorsal, un peu le triceps long et les abdos. Et donc pour travailler ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Principalement pour travailler le grand dorsal, les tractions, c'est quasiment le meilleur exercice pour le grand dorsal. Euh, les, euh, le triceps long, le front lever en lui-même devrait bien le développer, et puis il y a tous les exercices de poussée qui vont aussi le travailler un peu indirectement. Et les abdos, il y a le dragon flag et le front lever en lui-même qui va les développer. Donc finalement, est-ce qu'on se dit qu'on a besoin d'exercices d'assistance? Bah oui, faut quand même, parce que finalement, augmenter sa force max en traction, ça va être intéressant. Après, les tractions, il y a peut-être les moyens de les rendre un peu plus pertinentes vers le front lever, en gardant les coudes un peu plus serrés. Donc, vu qu'en front lever, on aura les coudes plus serrés, ça peut être intéressant de se dire d'avoir les coudes plus serrés en traction. Et donc peut-être se dire, ok, si vous n'avez pas vraiment d'objectif de traction en lourde ou quoi, mais que vous voulez vraiment optimiser vos tractions pour vos front lever, peut-être les faire un peu plus en serré. Après, il y a certaines variantes de traction qui seront intéressantes aussi, par exemple des tractions lean away, donc vous faites une traction et ensuite vous allez leaner vers l'arrière et vous allez redescendre. Mais de nouveau, toutes ces variantes de traction, peut-être un peu plus, ou des Gironda, ou si on veut vraiment travailler la rétraction, mais après celle-là parfois elle est peut-être pas spécialement pertinente si c'est pas la rétraction que vous avez besoin, et même pour la rétraction il y a peut-être d'autres exercices. Puis il y a tous les rowing aussi qui vont développer votre masse. Mais parfois il y a des exercices qui ont l'air peut-être plus spécifiques au mouvement, mais qui vont être durs à progresser dessus, à surcharger. Et c'est là l'avantage de la traction lestée n'importe comment, c'est que, enfin la traction lestée simplement, c'est que vous allez simplement pouvoir rajouter du poids dessus. Donc vous allez rajouter chaque fois un peu de charge dessus et ça va vous aider dessus. Et donc voilà, et finalement le but de la traction c'est d'avoir une force brute dans le grand dorsal et d'avoir une masse musculaire dans le grand dorsal qui va être pertinente pour vous aider dans le front lever. Et puis vous allez pouvoir utiliser du lat pull down, des exercices avec un meilleur stimulus fatigue ratio que la traction, par exemple, ou les deux, pour avoir un peu plus de dorsal de nouveau et vous aider dans votre front lever. Et donc certaines variantes. Et voilà, et les tractions, il ne faut pas avoir peur d'utiliser même les tractions, même si vous dites ok, le front lever c'est pronation, il faut absolument une pronation. La supination aura aussi un bon transfert aussi parce que le grand dorsal va aussi quand même bien se faire et qu'elle va se transférer aussi sur votre traction en pronation. Donc voilà, il ne faut pas être trop, je dirais, sélectif et spécifique dans vos exercices d'assistance. Ce qui doit être spécifique, c'est vos maintiens statiques, certaines progressions dynamiques que vous allez mettre, et l'assistance doit être juste là pour être mesurable, pertinente quand même, pour travailler le groupe musculaire ciblé, et voilà, vous aider là-dedans. Et donc il y aura le Dragon Flag. Le Dragon Flag, ça sera bien de maîtriser commencer par le Advanced One Leg si vous avez du mal, et d'atteindre le full en même temps. Et de bien l'activer. Donc bien serrer les abdos, bien avoir la bonne ligne, comment prendre le lever, être standard sur la progression, etc. Et donc ouais, vraiment s'il y avait deux exercices, c'est ceux-là, traction et dragon flag, et puis les rowing, certaines variantes de rowing peuvent être intéressantes aussi. Et dans les variantes dynamiques de front lever, ça j'en ai parlé pour les entrées, mais parfois vous pouvez aller utiliser du statique, et puis vous faites une variante dynamique, ou inversement, vous faites une variante dynamique et puis un peu de statique. Et le statique pour passer les caps, mais de manière générale le statique n'est pas spécialement nécessaire, quoi. C'est seulement quand vous allez bien maîtriser une progression que là vous allez pouvoir mettre un peu de statique. Mais faire du volume sur du statique, ça c'est rarement le cas.
Peut-être à un moment, si vous maîtrisez bien votre front lever, peut-être que là, un peu travailler faire des advanced stock front lever raises en high rep pour faire un peu plus un peu comme un lat pull down bras tendu et vraiment travailler un peu plus le grand dorsal. Là, ça peut être intéressant éventuellement. Ah oui, peut-être pour les petites parenthèses pour les pull-ups, bah, de nouveau là on arrive un peu dans les progrès, un peu dans les mêmes choses que pour les statiques. Ça c'est un peu plus spécifique, hein, le front lever touch et tout, les muscles seront un peu différents, le chef long du triceps sera encore plus important je pense, et ça va être encore plus génétique dépendant aussi, ça c'est vrai, c'est encore plus. Bah, c'est aussi très génétique dépendant. Bon, souvent ceux qui ont un bon front lever ont de bonnes front lever pull-up, hein, mais ça va être intéressant aussi. Mais pour les front lever pull-up, euh, donc de nouveau, vraiment très bien maîtriser la progression. Je dirais que si vous voulez une full front lever pull-up, un bon prérequis, bah, c'est d'avoir un front lever de 10 secondes bien solide. Ça serait intéressant. Et donc, est-ce que c'est une progression pertinente à mettre avant d'avoir le front lever? Peut-être que non. Donc, souvent, on pensait qu'il fallait se renforcer avec ça, peut-être utiliser des pike front lever pull, ou des L pull-up, ou des tuck front lever pull-up entre les progressions. Par exemple, si on avait du mal à passer du advance one leg au full, ben, se dire ok, je vais quand même utiliser cet exercice-là en maintien. C'est pas réellement le cas. Peut-être quand vous allez incorporer aussi, je vais dire dans la programmation, si vous mettez un troisième jour, peut-être mettre un petit jour ouais, avec une front lever pull-up, avoir un petit jour un peu power comme ça, un petit power day ou technical day, et donc là vous allez dire ok, je sais que plus tard je vais absolument faire une front lever pull-up, et donc peut-être ouais, là, pour l'athlète mettre déjà un peu une variante de front lever pull-up pour la motivation aussi, et ça peut quand même aider, voilà, c'est pas tant que c'est pas détrimental, tant que ça crée pas trop de fatigue et que c'est pas du junk volume, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça reste correct. Mais je pense pas que c'est ce qui va faire vraiment la différence dans votre apprentissage du front lever. Mais ça peut être motivant et ça peut faire la différence. Donc voilà. Et puis ça va vous faciliter, ça va vous faciliter la vie. Un peu comme si vous faisiez du LCF avant de faire le Advanced Tuck et que vous étiez en train de développer votre action. On peut dire c'est si vous développez votre front lever pull-up avant d'apprendre votre front lever, et donc une fois que vous allez atteindre votre front lever de 10 secondes, si vous avez déjà pratiqué un peu votre front lever pull-up, peut-être que là vous aurez plus facile ou la vie plus facile à apprendre votre front lever pull-up total. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais, donc ça on va peut-être en reparler. Donc après voilà, vous pouvez utiliser un jour technique avec front lever pull-up ou autre exercice dynamique. Donc des exemples de programmation. Bah, de nouveau, on va être basique, hein, on va dire 2 séances par semaine avec le groupe musculaire ciblé. On va pas parler de tout ce qu'il y a à côté de poussée de jambes, etc. Mais admettons, vous dites ok, je commence, je fais 6 séries de front lever par semaine. Et le but c'est d'arriver peut-être à 12, admettons. Et donc je commence avec mes 6 séries, donc 3 séries de front lever sur une séance, 3 séries sur la deuxième séance. Et vous allez faire un exercice d'assistance. Et donc pour le exercice d'assistance en traction, vous allez dire ok, j'ai peut-être besoin aussi de 8 séries de tirage vertical. Et j'ai peut-être besoin, on peut considérer quand même le front lever comme tirage horizontal. Donc pour les athlètes avancés, peut-être se dire ok, je vais mettre que 3 séries de tirage horizontal. Et donc l'air de rien, ça ferait quand même déjà 8 séries de tirage vertical, 3 séries d'horizontal. Ça te fait quand même 11 séries de dos et plus le front lever. Et du coup, après, est-ce qu'on le considère vraiment comme dans le groupe musculaire, ça c'est encore un débat. Mais du coup, ça vous fait quand même, mettons pour commencer, vous allez être quand même à 17 séries de dos par semaine, ce qui est déjà bien, un bon volume. Et donc avec ça, c'est déjà suffisant en fait. Et avec ça, vous êtes déjà bien. Mais maintenant, pour quelqu'un qui est débutant, on peut même mettre le vertical et l'horizontal. Et donc là, ça ferait presque 20 séries si on rajoute l'horizontal en même temps. Mais ça dépend. Je pense qu'avec l'expérience, même pour les avancés, on peut même skipper complètement les tirages horizontaux et ne laisser que les tractions et on considérait quasiment que le front lever comme tirage horizontal. Et pour les personnes plus novices ou débutantes intermédiaires ou même des avancées pour certains cycles, la remettre de l'horizontal, ça va savoir clairement son sens pour avoir un bon exercice stimulus-fatigue ratio pour développer le grand dorsal. Clairement, ça sera important.
Donc là, on va dire, ok, ben, on a quatre séries on commence, on a nos trois quatre séries de front lever pour commencer. Notre objectif, c'est d'aller chercher un peu de volume au début. Parfois, avec le temps, je trouve que c'est un exercice où vous n'avez pas, par rapport à la planche, il y aura moins d'intérêt à augmenter vraiment votre nombre de séries, parce que c'est un exercice qui va vite fatiguer. Et donc, voilà, dès qu'il y a de la fatigue, ça sert à rien de le continuer dedans, et ça va dépendre un peu des gens. Mais parfois, vous allez devoir utiliser seulement 3 4 séries, 5 séries, ou 3 séries dures, enfin 2 séries dures et 3 séries faciles, ou une chose comme ça. Mais euh, donc vous allez rarement dépasser les 5 séries sur vos séances. Après, peut-être au début, peut-être ça peut être intéressant d'aller chercher, ouais. Parfois, de respecter un peu le planning, la méthode que je vous ai dite, et de monter à 6 7 séries. Mais ça, c'est quand même, enfin, c'est assez rare, hein. Donc, en général, enfin, ça sera au début, et puis avec le temps, vous allez un peu voir ce qui vous convient, hein. Donc, ça dépend vraiment beaucoup des athlètes et des gens. Et puis, si vous passez aussi sur 3 jours, ça risque de changer aussi. Et ensuite, donc, ouais, vos 4 séries de traction, et après, vous allez avoir un exercice d'assistance. Soit vous allez inclure vos tirages horizontaux, du one arm cable row ou quoi que ce soit. Votre action, bah, soit vous allez avoir votre action en force, un 4x5 basique, ou, euh, ou plus, avec plus grand volume, ou alors vous allez faire deux tractions lourdes et du lat pull down en tirage horizontal, en tirage vertical. Donc vous allez juste considérer ça comme des séries de tirage, ou tirage vertical, tirage horizontal. Ou alors un tirage même front lever spécifique, des tractions coude serré. Voilà, ça va, ou des lean away, ou quoi. Puis bah, s'il y a des muscle up dans le programme aussi, ça va dépendre beaucoup. Le muscle up et le front lever, il y a quand même une bonne interférence aussi, donc ça c'est un peu plus complexe à rentrer. Et en même temps, il y a un beau transfert, donc c'est assez dur à dire, mais c'est quand même compliqué à combiner. Enfin, parce que enfin, ça dépend un peu de votre fréquence de la semaine, mais de nouveau, si vous faites 2 jours de front lever, peut-être qu'il y aura un jour power au milieu, et vous allez peut-être mettre vos muscle up à ce moment-là. Là, ça peut être intéressant. Donc voilà pour ça. Euh, et ensuite, bah, vous allez voir votre exercice. Et puis, bah, peut-être un peu des dragon flags en général, hein. Ça va se combiner par des dragon flags. Ça va se terminer par des dragon flags. Et parfois, bah, un peu de curl, un peu de biceps, enfin un peu de triceps. Voilà, le biceps sera quand même important, je pense, parce qu'il va quand même équilibrer un peu le coude, et il va vous aider dans votre traction surtout. Et donc, si vous avez des meilleures tractions, bah, peut-être un meilleur front lever. Mais le risque d'utiliser trop son biceps, c'est d'avoir le coude, le bras plié pour votre front lever. Donc, c'est pour ça qu'avoir un bon triceps pour l'extension, ça va être intéressant. Et comme extension, bah, parfois c'est juste un bon exercice qui est un peu plus spécifique, c'est avec les coudes derrière. Euh, Enfin, même si vous avez vos coudes devant, mais comme ça, on va dire, votre bras est déjà on va dire en extension, et donc ça serait plus du triceps kickback. Je pense que vu que le bras est en extension, c'était assez intéressant d'avoir cette courbe de résistance, mais je pense que tous les exercices qui vont travailler un chef long, soit de la longue portion, vont être intéressants. Après, si votre programme sera équilibré avec de la poussée et tout, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter de ça. Après, trop de triceps, ça risque aussi d'interférer avec. Donc voilà, il y a toujours ça un peu, la gestion de la fatigue aussi. Même chose pour les tractions, si vous progressez trop sur votre action, à un moment, ben, ça peut être intéressant de pas trop taper dedans, pour laisser plus de marge pour votre front lever, quoi. Si votre front lever est vraiment votre objectif numéro un, et vous avez moins intérêt à augmenter votre action lestée, ben, ce sera un peu moins pertinent de le faire. Mais donc là, peut-être justement vous avez traction close grip, et quand même utiliser une petite surcharge progressive pour vous aider à progresser là-dessus. Et voilà, bah, je pense que. Et répéter la séance comme ça, peut-être 2 fois par semaine. Pour les intensités, en général, c'est quand même bien de garder les mêmes temps de maintien pour être toujours spécifique, on va dire. Parfois, il y aura un petit jour dynamique. Si vous faites une troisième séance, et là, vous faites peut-être 4 séries de une front lever pull-up, peut-être 2 secondes en bas, 1 seconde en haut, et ça c'est tout. Ou un advanced stock front lever raises, et 2 secondes en haut, ça peut être intéressant. Et puis je pense que voilà, faire trop d'hypertrophie ce jour-là, ça sera un peu moins intéressant. Enfin, ça va dépendre de comment vous allez répartir vos nombres de séries par semaine. Et donc voilà pour ça. Et ensuite, bah, vos séries de Dragon Flag, ça je l'ai dit.
Donc ouais, donc la séance 2 séances par semaine. Et pour la traction, bah, voilà, de nouveau, c'est un peu le format que vous allez utiliser. Soit vous utilisez un jour lourd, un jour léger, soit vous utilisez voilà, un truc basique de série, 2 séances de 3x5. Et voilà. Ça, je vous laisse regarder des exemples de programmes. Et donc, ben, on va terminer par mon histoire. On est déjà quand même à 1h20. Je pensais que ça allait prendre 20 minutes. Ben non, on prend 1h20, une heure en plus pour parler de front lever. Je pensais pas du tout que j'allais mettre autant de temps pour parler d'un mouvement, mais ben voilà, c'est comme je vous l'ai dit, en fait, ben, c'est un des premiers mouvements que j'ai voulu faire en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'en parle pendant 1h20 aujourd'hui. Euh, le front lever, c'est quand j'ai regardé, enfin moi je suis tombé à l'époque sur des vidéos YouTube de calisthénie et tout, sur je voyais surtout je tombé sur les Russes, enfin, Hannibal déjà qui faisait Hannibal il faisait son front lever là avec son ciseau et tout, et son physique c'était vraiment impressionnant. Et puis je suis tombé directement sur les Russes qui tapaient déjà des front lever pull-up, etc., ou qui faisaient déjà du air walk. Moi j'adorais, c'était Vitaly Goumini, VG Style, il avait fait un feat avec Vadim Olenik à l'époque, et ça s'appelait Motivation. Et on les voyait taper des front lever pull-up dans des festivals en Russie. Et ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Et dès que j'avais vu ce mouvement-là, j'étais wow, il faut que je le fasse. Mais à l'époque, j'avais déjà une bonne base de force. En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais déjà fait une dizaine de tractions. Je crois que j'avais déjà fait un peu de gymnastique. Enfin, j'étais en secondaire sportive. Mais bon, le truc, c'est que je m'entraînais comme un gros débile. Et donc, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas progressé pendant beaucoup pas atteint ça. Et puis, je crois que j'avais un point fort, on va dire, dos, en termes d'épaisseur. Mais avec le temps, je me remarque qu'en termes de longueur, mes insertions sont peut-être un peu plus courtes. Et je sais pas où s'insère par rapport à mon bras. Et puis, dans mon parcours, ben, voilà, je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais j'ai incorporé les jambes. Et donc, comme je l'ai dit avant, ça va quand même pas mal changer. Et puis j'ai essayé plein de trucs. Et donc au début, ouais, je m'entraînais pour le front lever. Je crois que j'étais peut-être tombé sur des vidéos de progression. Ok, il faut commencer par tuck, etc. Mais bon, à l'époque, je pense que mes séances, ça donnait quoi? Je faisais genre une série de tuck, et puis je faisais un max traction, et puis je faisais des dips, puis je faisais je sais pas quoi, puis je revenais et je jouais un peu, puis je faisais un muscle up, puis je refaisais un front lever. Et, enfin, ouais, c'était vraiment hyper anarchique. Il n'y avait aucune structure. Mais j'ai quand même bien progressé. Et je pense que quand j'ai commencé le front lever, je pense que j'essayais peut-être déjà des maintiens en fait. Je crois que j'arrivais, j'essayais déjà de tenir le front, ou j'essayais déjà de faire. Je crois que j'ai pas passé, j'ai pas commencé par le advanced one leg, par le advanced tuck. Je crois que je commençais direct, peut-être par des tucks en volume. Je faisais peut-être des tuck front lever rises ou des trucs comme ça, ou j'essayais peut-être directement des straddles, ou j'essayais des advanced one leg. Un peu dégueulasse, je crois. À mon avis, je crois que j'avais directement commencé par l'Advanced One Leg. Je crois que j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Et cette structure-là, je l'ai peut-être gardée pendant 3-4 mois, peut-être même plus, 6 mois peut-être, que je m'entraînais comme ça. Et chaque fois, je faisais une heure de. On avait droit à une heure de gymnastique et une heure de muscu. Et je me butais pendant une heure à la gym, et puis je me butais à la muscu, et puis on avait plein de sports à côté, et on devait être bon dans beaucoup de choses. Et donc finalement, enfin, je développais bien ma masse musculaire, mon physique, etc., et de bonnes capacités, mais c'était clairement. Il y avait pas, il y avait une bonne progression. Je pense qu'en un an, j'ai bien progressé, hein, mais de manière vraiment anarchique, quoi. Et donc, à un moment, peut-être que je suis tombé sur des vidéos, mais à un moment, je testais peut-être la méthode pour apprendre à exploser son nombre de traction. Je crois que c'était la routine du champion du monde de traction. Et donc, je faisais un peu ça, et puis je crois que j'essayais du front lever en même temps. Puis je crois que j'ai dû faire la méthode russe. Mais je la faisais un peu comme un. Je l'ai pas suivi comme il disait dans la vidéo, je crois que je la faisais plusieurs fois par semaine. Et voilà, et puis cette méthode russe, finalement, elle a aucun sens. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi elle marche, mais c'est parce que souvent elle est peut-être un peu spécifique, et voilà, et c'est peut-être des gens qui sont chauds dedans, qui la font, et qui ont des résultats. Mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans les temps de repos, dans la qualité, la fraîcheur qu'on a besoin pour ça. Donc je ne l'ai peut-être pas encore dit dans le podcast après 1h20, mais comme c'est un mouvement de force, je t'ai dit que c'est un mouvement de force, il faut quand même beaucoup de temps de repos entre ces séries en général. Et dans ce genre de méthode, il n'y avait pas. Et ce que je faisais au début, il n'y avait aucun temps de repos non plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai pas fait
peut-être plus de progrès la première année. Mais finalement, ça m'a pas empêché de débloquer mon front lever en un an, je pense. Après, au début, je le travaillais, j'avais peut-être encore. J'avais beaucoup de défauts que je vous ai dit. Je crois que j'avais toujours un front lever un peu oblique, un peu pike, et donc je crois que mon premier front lever, il était un peu pike. Mais il ressemblait quand même à un front. Donc finalement, c'était pas mal. Ensuite, je crois que la deuxième année, ben, j'ai fait quand même pas mal de progrès. Et là, il avait progressé un petit peu. Et à un moment, je crois que j'ai. Après, là, je sais plus, voilà, j'avais jonglé entre des méthodes un peu comme ça, entre des changements d'objectifs. Puis à un moment, je crois que j'avais fait. À un moment, je pense que j'ai commencé à travailler les jambes. Et là, ça a bien ralenti, parce que je crois que j'avais jamais travaillé les jambes avant. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à stagner sur le front. Bah, je l'ai travaillé peut-être au début, je l'ai travaillé que au poids du corps, donc ça n'a pas trop joué. C'était plus quand j'ai commencé à faire des vrais squats, mais ça un peu plus tard. Donc je me gourre un peu dans la chronologie du front. Mais ici, on va aborder petit à petit des trucs qui ont marché, hein. Il y avait les jambes qui étaient dedans. Euh, Qu'est-ce qui a joué? Donc j'avais fait ça. Puis, ouais, je pense que chaque fois je faisais des maintiens, vraiment, ça a duré longtemps, quoi. Je me suis même longtemps mal entraîné, et avec des routines un petit peu comme ça, des petits programmes, des petites routines de YouTube de l'époque, avec les différentes progressions. Puis je crois que j'ai passé beaucoup de temps en straddle. Ah oui, et puis c'est quand je m'entraînais dans ma grange avec les anneaux. Là, c'est là que j'ai mieux progressé. Donc là, je faisais pas du tout les jambes. Et là, je pense que j'ai commencé à incorporer le advanced tuck. Et là, je crois que je faisais des maintiens longs en advanced tuck. Et c'est là que ça va bien marcher. Et je crois que c'est grâce à ces trucs-là que j'ai eu mes premiers front lever. Et à l'époque, je faisais beaucoup de routines aux anneaux, quoi. Je faisais des croix de fer, je faisais des tractions une main et des front lever. Et j'ai encore mes vieux clips sur ma chaîne YouTube, Calisthenics Motivation. Et finalement, là, j'avais eu un bon front lever. Et là, je crois que c'était peut-être après mes 2 ans de pratique. Et là, j'avais pas encore commencé les jambes. Ensuite, après, je pense que j'ai commencé. Je crois ensuite, après ça, j'ai commencé les jambes. Et j'ai commencé peut-être plus la planche, pas mal d'autres objectifs. Et donc là, je crois que j'avais un peu stagné. Et puis, j'avais aussi beaucoup de sport et un moins bon style de vie, je pense, à ce moment-là. J'étais étudiant au début des études et voilà, je crois que c'était un peu le bordel, mais je m'entraînais quand même comme un acharné, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était pas hyper structuré. Et après, qu'est-ce qui m'avait aidé? Donc, à un moment, j'ai fait une sèche, mais donc là, ça avait explosé. Donc, je crois que j'étais passé de 80 à 70, 82 à 72 kilos. Et là, je crois que j'avais. Donc, c'était ma troisième année. Et là, je pense que je faisais quand même les jambes, mais toujours au poids du corps. Et donc, bah, vu grâce à la sèche, bah, ça avait bien step up la progression. Et puis je pense que c'était le néant, quoi. Pendant longtemps, ça faisait des hauts et des bas en fait. Parfois je tenais le front lever, puis je le perdais, puis je le tenais, puis je le perdais. Ça a toujours fait un peu ça. À un moment j'ai utilisé le grise de groove, et c'est là que ça a vraiment été. Le grise de groove, je crois que je l'ai utilisé plein de fois, mais je crois que la première fois que je l'ai utilisé, c'est là que ça m'a permis de toucher mon front lever. À l'époque, j'avais regardé la vidéo de Charlie PN, donc lui disait ok, il faut un front lever, il faut se buter dedans, vous faites du grise de groove et vous vous butez. Et c'est ce que j'ai fait et ça avait marché. Maintenant, avec le temps, ben, j'aurais fait un grise de groove plus intelligent en gardant beaucoup plus de secondes en réserve ou une progression plus light. Mais à l'époque, je me butais, je faisais front lever complet alors qu'il était dégueulasse, mais ça tenait un petit peu. Et en faisant le grise de groove, ça s'améliorait. Bah, le grise de groove, comme je l'ai dit, enfin comme je l'ai peut-être dit une fois ou deux, c'est que c'est plus du court terme, donc ça progresse bien pendant un mois. Après, tu as ta figure, et puis tu maintiens pas spécialement tes acquis si tu fais pas les choses correctement pour les maintenir. Et finalement, je le perdais. Et donc voilà, c'était toujours un peu un front lever yo-yo qui survenait. Et en même temps, bah, peut-être que moi aussi j'étais un peu yo-yo dans mes objectifs, j'étais yo-yo dans ma prise de poids. Donc voilà, c'est ça, ça expliquait un peu dans ma programmation. Puis parfois j'essayais des programmes tout faits. Et puis je commençais peut-être un peu le street lifting. Voilà, je faisais des petits trucs par-ci par-là. Donc c'était dur à dire aussi de qu'est-ce que j'avais fait aussi. Mais et puis au niveau de la fréquence aussi, je pense que j'ai longtemps fait
beaucoup de fréquence, quoi. Je pense que quand je parlais de mes entraînements aussi, je pense que le front lever, je le faisais au moins 3-4 fois semaine, quoi, à chaque fois. Et donc finalement, ça devait jouer aussi. Euh, Ensuite, j'ai fait quoi comme programme front lever? Non, bah en fait, je le programmais comme ça. Et puis à un moment, je faisais quand même des programmes un peu plus intelligents, quoi. Je faisais quand même, ok, je vais faire 4 séries de straddle, par exemple. Et c'est ça, le truc, c'est que j'ai utilisé beaucoup de straddle, j'ai utilisé beaucoup de variantes dynamiques. Je faisais genre, ok, je vais quand même faire. Là, je commence à noter mes entraînements, peut-être à la troisième année, quatrième année. Je commence à noter mes entraînements. Parfois, je notais que je faisais mon grise de groove, ça, je me rappelle. Et quand je faisais les grises de groove, en général, ça se passait très bien. Puis ça montait, ça descendait. Et ensuite, j'ai fait aussi un petit programme street lifting en parallèle grise de groove. Et là, ça a bien marché. Donc, c'est la vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, grise de groove. Euh, et ensuite, le front lever, ça n'a pas trop donné. Et puis j'ai fait et après je me suis mis sur la côte fitness, donc là c'est quand même pas mal d'années plus tard, hein, je pense. On est quand même pas mal d'années plus tard, on est peut-être à la sixième, septième année, je crois. J'ai fait le programme la côte fitness. Et c'est seulement à ce moment-là, peut-être après 6-7 ans, que je me suis rendu compte, ok, bah c'est important, un plus gros muscle, c'est un muscle plus fort. Parce qu'avant, je savais pas. Avant, je savais que c'était intéressant, il y avait plein de débats, ok, si c'était plus lourd, c'est plus dur, mais j'avais pas saisi, ok, comment est-ce que spécialement on fait de l'hypertrophie. Pour moi, on faisait déjà beaucoup d'hypertrophie, quoi. Je faisais un peu de 7 reps aussi, je faisais déjà du street lifting, je me disais, bah c'est bon, je pense, enfin, je savais pas qu'il fallait faire un peu d'exercices bodybuilding ou des cycles comme ça, ou prendre un peu de périodiser. Je périodisais pas du tout, je faisais toujours les choses un peu comme ça, à l'arrache. Et donc ça dépendait un peu des périodes de forme et de mes formes. Mais quand j'ai commencé à faire les cycles de la côte fitness, prise de masse, etc., je me suis dit, ok, je vais faire les choses intelligemment. Ben là, j'avais bien ma structure de programmation. Et donc là, à partir de ce moment-là, ben voilà, j'ai cyclé, j'ai fait une petite prise de masse. Et donc là, j'ai perdu mon front lever vraiment à court terme parce que voilà, j'avais pris pas mal de poids. Et puis je faisais beaucoup de volume, beaucoup de rest pause reps ou grosse fatigue musculaire. Et, euh, et puis après cette périodisation, ben, j'ai fait un cycle de skill. Et là, dans le cycle de skill, mon front lever est bien revenu. Ben, il y avait toujours un peu les défauts que j'avais d'avant, toujours des défauts. J'avais toujours tendance à exagérer un peu la rétraction, etc. Et donc, beaucoup de rétraction. Et ensuite, ben, j'ai commencé. Puis j'avais refait un. Après ça, j'avais déjà fait planche pro, donc j'avais déjà fait pas mal de trucs avant. J'avais déjà fait d'autres programmes avant. Les programmes de Little Beastem avant. Le coaching avec Little Beastem, c'était avant. Ah, c'était avant, oui. Ah oui, puis il y a eu le coaching avec Little Beastem. Et avec le coaching, ça s'est pas bien passé finalement sur mon front lever. Le coaching, lui, il utilisait beaucoup des front lever, des progressions dynamiques. Donc, il faisait beaucoup de tuck front lever rises, il faisait beaucoup de front lever à l'échec. Après, c'est parce que il n'y avait pas beaucoup de communication entre lui et moi en termes de coaching. Bah, c'est avec le recul, je me rends compte de ça. Mais par exemple, il me faisait faire des hang to front lever, beaucoup de drop sets. Lui, il aimait bien, par exemple, tu fais une progression front lever. Et ça, c'est une méthode qu'il y a certains qui aiment bien pour accumuler du volume. C'est tu fais un front lever. Par exemple, tu tiens ton front lever un petit peu, tu fais ton front lever. Et puis tu fais dans ta série, tu fais du advance one leg et puis tu refais du advance stock. Et lui, il faisait des drop sets par exemple en dynamique. Donc je faisais un full front lever rises, je redescendais, je faisais un advance one leg front lever, je redescendais, et puis un advance stock front lever et je tenais max hold à chaque fois par exemple. Et même si ma forme était dégueulasse, il me laissait faire. Et donc finalement, j'ai progressé un petit peu à la fin du coaching, mais j'avais plus progressé sur d'autres objectifs, mais pas trop le front lever. Mais il m'a quand même appris un peu à structurer un peu plus mon front lever. Et ensuite, après, j'ai fait la méthode LabCode, donc je l'ai reperdu à court terme, j'ai regagné un peu pendant le cycle de skill. Puis j'ai recommencé ça par moi-même, et à un moment là, je l'avais quand même bien débloqué, mais avec une rétraction un peu extrême et un peu de false grip, je pense. Et puis, j'ai reprogrammé puis je me suis rentré moi-même, j'ai refait un peu mon programme Skills Lifting avec les trucs un peu de Little Beastem. Là, je l'avais retrouvé aussi. Bon, voilà, c'est toujours des yo-yo-yo, encore une fois. Et ensuite, j'ai attaqué avec Stenix. Et avec Stenix, ben, j'ai appliqué la méthodologie dont je vous ai parlé maintenant. Et du coup, je suis redescendu un peu sur terre, j'ai vraiment travaillé constamment et avec uniquement le half lay au début. Et finalement, on a encore travaillé un peu le half lay en appliquant les bons tips, en retravaillant bien mes abdos,
en réalisant correctement le Dragon Flag, ça a fait que j'ai bien maintenu mon front lever et que là, en seulement 2-3 mois, 2 mésocycles avec eux, ils ont corrigé mon front lever, quoi. Donc mon front lever, les petits défauts qu'il y avait étaient un peu partis, et puis il a fallu le réimplémenter de manière courte. Et donc au début on le niait les traits à tâtons. Ils ont pas hésité à me le mettre, ils me l'ont mis quand même, mais avec des maintiens que d'une seconde, quoi. Donc on faisait une seconde de front et puis on travaillait sur le half lay, une seconde de front, on travaillait sur le half lay. On a quand même passé assez rapidement à 2 secondes. Et puis ça a mis du temps, constamment comme ça, et puis peut-être de méso en méso, on est passé à 3 secondes. À un moment on était à 4 secondes, et puis on a passé sur du hang tout front lever. Et puis on a déchargé, et puis j'ai fait ma compète de street lifting, puis je me suis blessé au truc, et donc là je l'ai reperdu. Et maintenant je suis un peu encore là je sens que je l'ai regagné assez vite, mais là vu que je fais mon expérimentation aux anneaux, voilà. Et donc voilà, je vous ai parlé un peu de mon histoire en front lever. Comme ça, c'est un petit peu, ça vous explique, ça vous donne un peu le cadre de l'anarchie et en même temps de la structure que j'ai pu utiliser, sans être très précis parce que j'ai pas tout recensé à la lettre, mais j'avais quand même, ça fait longtemps que j'ai pris des notes, mais j'ai pas ressorti mes notes de carnet d'entraînement, mais en chronologie, voilà, il y a un peu de bafouillis, mais c'est pour vous dire un peu que voilà, les structures anarchiques, les entraînements comme ça marche sur certaines personnes, mais ça crée beaucoup d'effets yo-yo, etc., de différences de constance. Et aussi, ce que j'ai fait avec Stenix, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que mon poids reste constant. Et ça doit clairement jouer aussi dans le fait d'avoir un poids constant et finalement que je sois un peu plus certain de ma technique et de ma forme sur le mouvement. Voilà, je pense qu'on arrive au bout du podcast. Après 1h30, c'est un extrêmement long podcast sur le front lever. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter sur YouTube et à laisser un avis sur Spotify, etc. À envoyer un message privé sur Insta ou quoi, si vous avez aimé ce podcast, quoi, ça fera plaisir aussi pour savoir si c'était pas trop long, pas trop barbant, et enfin si vous êtes encore là d'ailleurs. Et si vous aussi vous souhaitez progresser en front lever et peut-être appliquer un peu tout ce que je vous dis maintenant, parce que là je vous ai balancé une montagne d'informations je pense, mais n'hésitez pas à me contacter pour des coachings en ligne, parce que si je peux regarder vos techniques et appliquer tout ça sur vous, ça peut être bien. Et il y a encore certains tips que je n'ai pas encore dit je pense, parce que vous voyez que je peux encore parler très longtemps du front lever. Et il y a encore plein de choses, des petits trucs, parce que là c'est quand tout se passe bien, mais quand ça se passe mal, il y a toujours des petits trucs à ajuster. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc c'était tout pour le Calisthenics Science Podcast épisode 47. Si je me rappelle bien que j'ai pas perdu la mémoire pendant cette heure et demie. Et on se retrouve pour une prochaine podcast, peut-être nutrition. Ciao!